Même si le domaine de la tech est en train d'exploser en ce moment et que les offres d'emploi fleurissent de partout, trouver un job de développeur n'est pas toujours facile, surtout quand on n'a pas d'expérience dans le domaine. Et c'est normal, un taf payé entre 45 et 55 000 euros par an, c'est pas donné à tout le monde. Et forcément, ça demande beaucoup d'efforts, des compétences solides et beaucoup de motivation et de rigueur. Et le problème, c'est que les grandes boîtes, elles préfèrent souvent recruter des candidats expérimentés qui ont déjà eu un premier job dans le domaine. Au moins, elles ont une preuve que le candidat est plus ou moins fiable et qu'il sera efficace pour les tâches qu'on lui demande. Et donc, plus rentable qu'un jeune qui débarque de nulle part. Mais du coup, comment on fait quand on se retrouve dans la pire situation pour quelqu'un qui recherche un job, celle où on a assez de compétences pour les appliquer dans une boîte, mais aucune expérience concrète pour prouver à son futur employeur ce qu'on vaut vraiment? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager un parcours en plus ou moins 5 étapes qui vous permettra de trouver un job de développeur même si vous n'avez aucune expérience aujourd'hui. Alors, ce parcours, il est progressif. Donc si aujourd'hui par exemple vous maîtrisez déjà bien un langage et que vous avez déjà construit des petits projets avec, vous pouvez très bien sauter quelques étapes, mais les autres vous seront quand même probablement utiles. Donc on l'a bien compris, quand on cherche un job de développeur, en général, ce que les recruteurs recherchent en priorité, c'est de l'expérience. Et ça se comprend, enfin, même si pour moi, malheureusement, il y a plein d'autres compétences qui sont bien plus utiles que la technique, qui sont pas assez regardées, mais bref. Mais heureusement pour tous les apprentis développeurs, l'expérience, on n'est pas obligé de passer 3 ans dans une grosse boîte pour l'acquérir. Et dans cette vidéo, on va justement détailler une méthode pour devenir développeur sans expérience préalable, donc aussi bien pour les autodidactes, ceux qui s'ennuient dans leur job et qui veulent se reconvertir dans le dev, ou les étudiants qui n'ont pas encore trouvé leur premier job. Bon, la première étape, elle est évidente, mais pour le coup, on ne peut pas la négliger. C'est d'apprendre un langage de programmation. Mais promis, les prochaines étapes, elles seront pas aussi évidentes que ça. Alors quand je dis à la perfection, ça veut pas dire connaître un langage par cœur, mais ça veut dire être à l'aise avec celui-ci et surtout maîtriser ses subtilités et ses spécificités. Et je vous arrête tout de suite, regardez un tuto complet de 2 heures sur le Swift ou le Java, ça, c'est pas maîtriser un langage. Après, bien sûr, chacun sa propre définition. Mais perso, j'estime qu'on maîtrise bien un langage à partir du moment où on comprend et où on sait utiliser les concepts suivants. Les variables et les différents types, les conditions if, else, else if et le switch case, les fonctions et les closures, les boucles for et while, les classes et les structures, la programmation orientée en général, donc les propriétés, les méthodes et toutes les compositions qui vont avec, les abstractions et les interfaces, la gestion des erreurs ou encore les types génériques. Après, il y a souvent des notions spécifiques à un langage en particulier ou peut-être que certaines ont un nom différent dans d'autres langages. Mais voilà en gros la liste des choses à comprendre et à utiliser pour pouvoir dire selon moi qu'on maîtrise un langage. Et là vous allez sûrement me dire oui c'est bien beau tout ça, mais moi je choisis quel langage? Et j'avoue que c'est une très bonne question mais qu'on se pose quand même beaucoup trop souvent. Je dis ça parce que je reçois tous les jours des messages dans lesquels on me demande quel langage choisir, alors que le choix n'est pas vraiment si important que ça au final. Vous pouvez très bien choisir n'importe quel langage, ça va avoir très peu d'influence sur le reste de votre carrière. Mais si vous voulez dès maintenant choisir un langage que vous avez le plus de chances d'utiliser pendant plusieurs années, moi perso, je me poserai les questions suivantes. Premièrement, il faut définir son objectif. Est-ce que vous voulez travailler dans une grosse boîte, dans une start-up, vous lancer en freelance ou alors directement créer vos propres sites web ou applis mobiles pour générer des revenus? Ça, c'est quelque chose qui doit être assez clair dans votre tête, mais surtout, il faut pas se bloquer en vous disant que ça va vous engager pour le reste de la vie. Ici, on parle d'un objectif à l'instant T. C'est pas grave et c'est surtout normal si votre objectif, il évolue dans le futur. Et une fois que vous avez défini cet objectif, vous allez pouvoir trouver un langage qui vous correspond beaucoup plus facilement. Parce que si par exemple, vous voulez absolument intégrer une boîte bien précise comme Google ou Netflix, bah, vous allez checker les annonces qu'ils publient et vous allez voir qu'ils demandent quasiment toujours les mêmes langages dans leurs offres d'emploi. Et donc, vous saurez vers quel langage vous pouvez vous tourner en premier. Et si au contraire, vous voulez intégrer une startup qui développe une application, bah, vous allez par exemple chercher en quoi cette application elle est faite. Ou alors si vous voulez intégrer une startup en général, mais peu importe laquelle, en tant que développeur mobile, bah, vous allez chercher sur Google quels langages sont les plus utilisés pour développer une application mobile. Enfin bref, tout ça pour dire que définir son objectif, c'est primordial, mais surtout ne tombez pas dans le piège de croire que vous serez bloqué dans un certain langage toute votre vie. Les technos, elles évoluent, vos envies évoluent aussi, mais surtout, il faut pas croire qu'apprendre un langage que vous n'utiliserez plus dans 6 mois, c'est de la perte de temps. Parce que quand on passe 3 ans à apprendre le piano, bah, c'est beaucoup plus simple d'apprendre la guitare par exemple après que quand on n'a jamais touché un instrument de sa vie. Et en programmation, c'est pareil, est-ce que vous allez apprendre avec un langage, vous pourrez quasiment dans tous les cas le restituer avec un autre langage.
Alors avant de passer à la prochaine étape, laissez-moi vous parler du sponsor Monster.fr grâce à qui j'ai pu créer cette vidéo. Monster, c'est un site de recrutement et en fait c'est même le créateur du recrutement en ligne qui a accompagné les entreprises dans toute l'évolution du recrutement de manière digitale. Et en fait, ils se démarquent des autres sites d'emploi classiques grâce à cette expérience qu'ils ont au contact des entreprises et qui leur permet en fait d'utiliser toutes les informations de votre profil, donc en analysant votre CV justement avec un algorithme de matching, pour mettre en relation les candidats avec les recruteurs en fonction de ce qu'ils recherchent et de ce qui leur correspond. Et au final, Monster, c'est surtout un partenaire pour toute votre carrière, pas seulement en période de recherche d'emploi, parce que vous pouvez y trouver plein de conseils sur plein d'aspects différents dont vous avez besoin pour vous positionner et construire au mieux votre parcours. Que ce soit des informations sur l'évolution des métiers, des baromètres de salaire par poste, les évolutions des secteurs, bref, plein d'éléments à la fois pour vous repérer mais aussi construire votre discours. Parce que trouver un job, ça doit être un peu comme dans un couple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il y a juste des personnes qui vont plus ou moins bien ensemble. Et c'est pareil avec la relation entreprise-employé, il faut juste trouver en quelque sorte son âme sœur. Donc si vous êtes en recherche d'emploi en ce moment, et il y a de fortes chances puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Monster pour postuler à vos premières offres, le lien est dans la description. Une fois qu'on a appris un langage de programmation, la deuxième étape, c'est de maîtriser les structures de données et l'algorithmie. Ça, c'est vraiment le cœur de la programmation, c'est le nerf de la guerre, quoi. Parce que c'est ce qui permet à un programme d'être plus efficace, mieux organisé, plus facile à maintenir et plus puissant. Enfin bref, c'est ultra important. Et toutes les grandes boîtes comme Google, Amazon, Uber évaluent les candidats en partie en fonction de leurs connaissances en algorithmique et en structure de données. Et il faut bien comprendre en fait que ces notions-là n'ont rien à voir avec un langage de programmation. C'est pas parce qu'on sait coder en Swift ou en TypeScript qu'on maîtrise forcément des notions d'algo. Un langage, c'est juste un outil pour implémenter des algos ou des structures de données. Donc parmi les notions à maîtriser absolument, on peut notamment citer les listes, simplement liées, doublement liées, circulaires, les piles, les tas, les arbres binaires ou non binaires avec les algos de recherche qui vont avec, ou encore les graphes également avec les algos de recherche qui vont avec. Donc pour ça, il y a pas mal de ressources, notamment des bouquins que vous pouvez facilement emprunter à la BU du coin, ou sinon sur internet, il y a notamment le site Geeks for Geeks qui propose pas mal de tutos et de cours en ligne pour apprendre l'algo par exemple. Mais encore une fois, que ce soit pour un langage de programmation en particulier ou pour des notions théoriques comme l'algo ou les structures de données, il n'y a pas de secret, le plus important, c'est la pratique. Et justement, la troisième étape va vous permettre d'acquérir de l'expérience grâce à la pratique, mais de manière organisée pour justement pouvoir montrer à vos futurs employeurs ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez au fond des tripes, quoi, vraiment. Il y a quelques mois, quand j'ai enregistré mes premiers épisodes du podcast, j'ai rencontré un étudiant qui suivait une de mes formations, le guide ultime du Swift UI, que vous pouvez retrouver dans la description, et qui m'a en fait raconté comment il avait réussi à intégrer une grande startup française qui développe une appli mobile assez connue. Et en fait, il m'a expliqué qu'il y allait un peu au culot en postulant alors qu'il n'avait même pas fini ses études, et que durant l'entretien, il avait montré ses propres projets perso qu'il avait déjà codés en iOS, et que c'est grâce à ça en partie qu'il a décroché son stage pour ensuite être embauché en CDI sans avoir de diplôme en poche. Et son histoire, même si elle n'est peut-être pas représentative de la majorité, elle nous montre bien que le plus important quand on veut trouver un job de développeur, c'est d'être un bon développeur. Et pour être un bon développeur, et surtout le prouver lors d'un entretien d'embauche, ce qui n'est pas si facile que ça, rien de mieux que des projets concrets que vous pouvez montrer en live. Donc dès que vous maîtrisez un langage, lancez-vous directement sur des projets perso, ça vous aidera d'une part à évaluer vos connaissances, mais en plus de ça, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de telle ou telle notion supplémentaire et ça va vous guider en fait en quelque sorte dans votre apprentissage. Et en plus, l'avantage de créer des projets qui vous intéressent dans des domaines qui vous passionnent, c'est que quand vous allez vous présenter devant le recruteur, vous avez une chance qu'il ait la même passion que vous et que du coup vous passiez tout l'entretien à parler d'un seul de vos projets. Et comme on dit, une des clés pour réussir un entretien d'embauche, c'est de diriger l'échange vers ce que vous maîtrisez plutôt que ce que vous ne maîtrisez pas. Donc développez dès maintenant vos projets perso pour vous constituer un portfolio et ensuite vous pouvez héberger vos projets, que ce soit des sites web, des projets embarqués sur une Raspberry ou encore des applications mobiles. Vous pouvez les héberger sur des sites comme GitHub ou Bitbucket par exemple. Et petit bonus conseil, concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la quantité. Il vaut mieux créer 2 ou 3 projets assez ambitieux avec
peu de fonctionnalités, mais des choses qui demandent quand même une grande maîtrise plutôt que plein de petits projets assez basiques qu'on peut refaire facilement en suivant un tuto YouTube, même si c'est déjà très bien. Et deuxième bonus tips, si vous savez déjà plus ou moins ce qui vous intéresse en termes de domaine, donc le mobile, le web, le monde des applications de productivité, le e-commerce, etc., n'hésitez pas à vous spécialiser et à créer des projets dans ce domaine-là bien précisément. Voire éventuellement, si vous ciblez une boîte en particulier, créer des projets qui sont similaires à ce que développe la boîte. La prochaine étape, maintenant que vous vous êtes un petit peu fait la main sur vos propres projets, c'est de participer à des coding challenges. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein de compétitions qui sont organisées toute l'année, un peu partout, et même si vous n'y participez pas pour gagner, c'est le meilleur moyen d'analyser vos compétences et d'avoir des retours directs sur votre niveau. Du coup, vous pouvez vous évaluer et vous comparer à d'autres développeurs et savoir exactement ce qui vous manque en termes de connaissances ou de compétences. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les compétitions sont organisées par des boîtes qui recrutent, ou alors au pire elles en sont partenaires. Et ça du coup ça vous permet d'avoir une certaine présence en ligne et de vous montrer, que vous êtes là et de montrer de quoi vous êtes capable. Et encore une fois, il faut vraiment pas participer à ce genre de concours dans le seul objectif d'être premier, mais vraiment pour vous mesurer et montrer ce que vous savez faire à ceux qui vont examiner votre code. Donc ça vous permet déjà, même sans avoir à postuler, d'avoir quelques premières pistes pour trouver un premier job en tant que développeur. Donc des exemples de compétition, on peut en citer plein, notamment HackerRank, TopCoder, ou encore CodeChef, mais bien sûr ce sont que des exemples, donc à vous d'aller les chercher sur internet. La cinquième étape, c'est une étape qu'on peut démarrer dès le début et qui est trop souvent négligée, même par moi, j'avoue, mais j'essaye quand même d'y travailler, c'est de se constituer un réseau. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement d'échanger avec un maximum de monde, que ce soit des apprentis développeurs comme vous, des recruteurs ou encore des développeurs seniors, bref, peu importe, ça va vous permettre en fait de vous intégrer petit à petit dans le monde du code, d'avoir plein de retours constructifs sur votre façon de coder, et vous allez peut-être même pouvoir rencontrer des gens qui seront prêts à être votre mentor. Donc pour se créer un réseau, il y a une infinité de façons de faire, mais déjà la plus simple, c'est d'échanger avec les gens de votre promo, si vous faites des études ou si vous êtes dans une école d'informatique. Mais après, bien sûr, si vous n'avez pas la chance d'être immergé dans ce monde du code, vous pouvez très bien vous créer un profil sur des réseaux comme LinkedIn ou Meetup et rencontrer du monde comme ça. Une autre option aussi qui vous permet en même temps de pratiquer, c'est de participer à des projets open source. Alors après, c'est sûr qu'à votre niveau, vous allez peut-être pas révolutionner des projets open source, mais croyez-moi que même avec très peu d'expérience, on peut contribuer, ne serait-ce que pour proposer des améliorations du code ou repérer des petites erreurs comme ça à droite à gauche, on peut contribuer à l'open source. Et comme ça, tout comme pour les concours, ça va vous permettre de petit à petit vous faire remarquer, de vous montrer, que vous êtes intéressé et investi par le domaine. Et maintenant, une sixième étape qui est optionnelle mais qui peut vraiment être une bonne solution pour démarrer votre carrière en tant que développeur, c'est de trouver des missions freelance. Parce que maintenant, après avoir suivi les 5 premières étapes, si vous les avez bien respectées, vous devez normalement avoir déjà un bon bagage et être capable de coder des bons petits projets. Maintenant, le souci, c'est que des fois, même avec ça, ça peut être compliqué de convaincre une boîte de vous embaucher, surtout si vous n'avez pas encore fini vos études et que vous êtes encore assez jeune. Et trouver des clients, dans un certain cas, ça peut être plus facile. Donc, si vous vous sentez capable déjà de créer vos premières applications, vos premiers sites web, ou alors de faire des petits projets dans un domaine qui vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, proposer vos services, expliquer ce que vous faites et en quoi surtout ça peut aider les gens. Et ensuite, commencez à travailler pour eux, peut-être gratuitement dans un premier temps, ça va vous permettre en fait déjà de faire vos preuves et de prendre confiance en vous. Et ensuite, ça va vous permettre de vous faire la main et surtout de vous familiariser avec le fait de travailler pour quelqu'un d'autre et d'encaisser de l'argent surtout. Et en plus, vous allez pouvoir récupérer en fait des premiers retours de la part de vos clients, ce qui peut être une mine d'or quand on cherche un job ou des nouvelles missions freelance. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller écouter l'un des épisodes du podcast que j'ai enregistré avec un pote à moi qui s'appelle Alexis Leprel, qui s'est lancé en tant que développeur freelance alors qu'il n'était même pas majeur. Et je pense que ça pourra vous donner pas mal de pistes si vous voulez vous lancer vous aussi. Donc voilà pour les 5 étapes que vous pouvez suivre si vous voulez devenir développeur mais que vous n'avez aucune expérience aujourd'hui. Donc maintenant, libre à vous d'adapter ce plan à vos besoins et surtout à votre niveau actuel. Mais si je peux vous donner un dernier petit conseil, et c'est sûrement le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter d'apprendre. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez vous lancer dans ce monde génial du code, vous n'allez pas réussir à faire tout ce que vous voulez faire du premier coup. Vous n'allez pas trouver un job du premier entretien. Donc continuez à vous former, à apprendre de nouveaux langages ou à vous perfectionner dans celui que vous utilisez le plus par exemple. Intéressez-vous à des nouvelles technologies, à des nouveaux frameworks, etc., etc. Et de toute façon, dites-vous que vous n'allez jamais vous sentir prêt et qu'il n'y a que 2 moments pour se lancer.
hier et maintenant. Donc ça sert à rien de réfléchir plus longtemps, lancez-vous dans l'apprentissage du code et postulez dès maintenant pour des jobs qui vous passionnent, sur le site de Monster par exemple, ou recherchez vos premiers clients, vos premiers services, etc. mais lancez-vous. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent se lancer dans le développement iOS, j'ai créé une série de 7 emails totalement gratuits qui vous expliquera en 7 étapes comment vous lancer, quel outil choisir, quelle philosophie adopter pour créer des belles applications iOS et plein d'autres astuces comme ça pour découvrir le monde du mobile chez Apple. Donc tout ça c'est dispo dans la description, je vous ai mis un lien qui vous amène directement vers mon site et vous aurez juste à rentrer votre email pour recevoir directement le premier chapitre dans votre boîte mail. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à mettre un gros pouce bleu et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.